Bonsoir, le journal de TV78. Pour faire le tour de l'actualité locale, nous sommes le jeudi 22 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. Le cap a été franchi la semaine dernière. Plus de 100 000 personnes sont décédées du Covid-19 en France. Un traumatisme sans précédent pour les familles qui ont perdu un proche et qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas pu faire leurs adieux. Nous en parlons avec l'association Covid-19. Reportage également auprès des pompes funèbres qui ont dû faire face à de nombreuses adaptations. Plus d'un an après le début de cette crise sanitaire, les chaînes de solidarité se poursuivent et notamment celle de Vogato qui distribue des pâtisseries aux pompiers, personnel du SAMU ou à la population dans le besoin. Focus sur la team Banofi qui œuvre au Ménil-le-Roi et Maison Lafitte. Enfin, à Sartrouville, une ferme urbaine bientôt créée. Elle prendra place dans un parking souterrain. Une start-up est à l'origine de ce projet qui a pour vocation de produire des fruits, légumes, salades ou encore aromates. Jean Castex prend la parole ce jeudi soir. Le Premier ministre s'exprime sur la crise sanitaire dans un contexte toujours tendu. Près de 35 000 nouvelles contaminations hier au Covid-19, 313 décès. Le gouvernement qui doit faire des annonces à quelques jours de la rentrée des classes en présentiel pour les élèves de primaire et de maternelle. Le confinement est toujours en place jusqu'au 3 mai. Le gouvernement hier qui, au sortir de son conseil de défense, a détaillé le calendrier de levée des restrictions, fin notamment de l'interdiction de déplacement de 10 km à plus de 10 km de son domicile et ce à partir du 3 mai. Fin également de l'interdiction des déplacements entre les régions. Nous vous tiendrons informés d'ici la fin de ce journal sur les nouvelles annonces que sont faites ce soir par le gouvernement. La semaine dernière, la France a dépassé le cap des 100 000 morts du Covid. Les pompes funèbres ont dû faire face depuis un an à de nombreuses adaptations, mise en bière sur le lieu de décès, impossibilité de faire des soins de conservation, des enterrements sans famille. Retour sur ces événements qui ont pu être traumatisants à Magny-les-Hameaux, et c'est avec Astrid Bergère et Joe Sacal. Le Covid a bouleversé le quotidien et les pratiques des professionnels du funéraire. À Magny-les-Hameaux, les pompes funèbres Van Dijk ont repris un rythme relativement normal, mais ils gardent un traumatisme de la première vague. On ne faisait plus de transport de corps avant mise en bière, donc dans une housse sanitaire à visage découvert, mais on pratiquait les mises en bière sur place, sur le lieu du décès, sans présence famille. C'était aussi assez traumatisant pour le personnel des pompes funèbres, parce que c'est pas facile de venir comme ça et puis de faire une mise en bière immédiatement, de fermer un cercueil. Voilà, on sent bien qu'il va manquer quelque chose à la famille. Jour et nuit, entre mars et mai 2020, ils étaient appelés. Les décès s'enchaînaient à l'hôpital. On vient d'arriver, il y a déjà un corbillard qui est parti avant nous. Et puis quand on revient et à mettre le cercueil dans notre corbillard, il y a déjà un corbillard qui arrive. Voilà, et donc tout ça, c'est assez traumatisant, effectivement. Il a aussi fallu accompagner les familles des défunts plus que d'habitude. On a essayé de faire le trait d'union, c'est-à-dire le lien entre le défunt et la famille. Parce que cette famille qui n'avait pas vu leurs proches avant la mort, au moment de la mort et après la mort, au moment où se ferme le cercueil, eh bien on essayait peut-être de les rassurer, de leur expliquer comment on avait pu prendre le corps. Mais aussi faire savoir aux familles que leurs défunts ont été respectés. On a toujours tenu aussi à préparer nos cercueils, Covid ou non Covid, exactement de la même manière. C'est-à-dire que les capitons étaient repassés, on prenait soin des personnes. Aujourd'hui, le calme est revenu aux pompes funèbres Van Dijk. Les mises en bière, même pour des cas Covid, peuvent se faire 3 jours après le décès. Mais à ce jour, les professionnels n'ont toujours pas d'informations sur la contagiosité du virus post-mortem. Et derrière ces statistiques, il ne faut pas oublier qu'il y a en premier lieu des victimes et aussi leurs familles pour qui il est difficile, voire impossible de faire le deuil de leurs proches disparus, avec des adieux qui n'ont pas pu se faire, des obsèques avec une petite jauge. On en parle avec Julie Grasset, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Covid-19. Son but, soutenir les familles de victimes du Covid-19. Vous vous battez notamment pour la création d'un hommage national aux victimes, à leurs familles, mais aussi en remerciement des soignants. Cette association, elle est née de votre histoire personnelle, la mort de votre père emporté lors de la première vague du Covid-19 en mars 2020. Vous n'avez pas pu lui dire au revoir, vous n'avez même pas eu le temps de faire votre deuil. Votre histoire est en fait celle de beaucoup d'autres familles. Le sentiment que vous avez ressenti, c'est celui de la détresse absolue. C'est ce que ressentent ces familles ? Oui, alors tout à fait. Moi, j'ai perdu mon père donc lors de la première vague, le 25 mars 2020.
J'apprécie d'ailleurs la délicatesse de l'opérateur funéraire qui vient de témoigner. J'aurais aimé que mon papa puisse être accompagné par cet opérateur. Pour ma part, mon père a été mis en bière immédiatement comme le protocole le voulait à cette époque. Néanmoins, il a été envoyé à la crémation le jour de son décès, ce qui est totalement interdit. Aujourd'hui, je milite au travers de mon association pour effectivement un hommage national, pour que nous puissions rendre leur dignité à nos proches. Il faut savoir que les protocoles funéraires ont broyé la dignité de nos proches, ils leur ont volé leur mort, et nous, ils nous ont volé notre deuil, comme l'expliquait ce monsieur lors de votre reportage. Nous ne les avons pas vus, nous ne savons même pas si c'est eux que nous avons enterrés. Et aujourd'hui, je lance un cri d'alarme, moi aussi tout particulièrement, sur le nécessaire soutien psychologique des familles de victimes qui vivent un deuil traumatique. Et qui est, à votre sens, aujourd'hui inexistant. On aura l'occasion d'en reparler. Vous parliez de ces droits funéraires. Justement, l'association soutient ces familles et les aide, les accompagne dans le respect de ces droits pour le protocole funéraire. Ils ont été trop souvent bafoués pendant cette année de crise sanitaire? Alors, particulièrement lors de la première vague, puisqu'il faut savoir que les protocoles, l'ensemble des protocoles sanitaires, dont le protocole funéraire, ont été déployés dans l'urgence, et de ce fait, le déploiement a été accompagné parfois bon an mal an sur les territoires, et a été aussi parfois sujet à des surinterprétations de la part de collectivités territoriales ou d'opérateurs funéraires, comme ce fut le cas de mon père. Et je précise que sur la première vague, la mise en bière immédiate était imposée. Le Conseil d'État, très récemment, a mis fin à cette mise en bière immédiate. Aujourd'hui, les proches peuvent voir à quelques centimètres le visage de leurs proches avant la fermeture de la housse. Mais sur la première vague, si vous voulez, nous avons essuyé les plâtres, et si je puis dire, nous sommes aujourd'hui dans un deuil impossible. Pourquoi avoir créé votre association? Elle a été créée, les statuts ont été déposés en octobre 2020. C'est le besoin d'échanger, de libérer aussi en quelque sorte la parole? Aujourd'hui, si vous voulez, c'est très simple. Un an après, vous le voyez bien, il n'y a toujours aucune considération pour nos proches, d'une part, puisqu'on a toujours à la communication autour de cette logique comptable et mortifère. Et puis les familles de victimes, j'ai beau réécouter les quelques allocutions du chef de l'État, on n'en parle pas. Donc cette association, je l'ai créée, et je ne suis pas la seule, dans un premier temps, pour que les familles puissent échanger et puissent se soutenir aussi mutuellement dans la douleur. Je le répète, on fait face à un deuil traumatique parce que nous n'avons pas vu les nôtres, nous ne savons pas si nous les avons enterrés. Et cette étape du droit au visage et de l'adieu, elle est éminemment importante pour les deuils. Et aujourd'hui, nous, si vous voulez, on ne peut pas accéder à ce processus de deuil. Donc, dans un premier temps, effectivement, un espace de partage, de témoignage, un hommage, parce que vraiment, je crois qu'il faut le dire, l'envers du décor des protocoles, c'est nos proches ont perdu leur dignité, ont vraiment été maltraités. Et donc il faut les honorer, il faut parler d'eux, il faut parler des hommes et des femmes qui sont derrière ces chiffres. Et puis aujourd'hui, c'est aussi, si vous voulez, un cri d'alarme, parce que il n'y a aucune cellule psychologique, et les associations... Pour accompagner les familles, justement, c'est pour ça que vous passez ce cri d'alarme? Voilà, et les associations arrivent en fait aujourd'hui au bout de ce qu'elles peuvent faire, puisque finalement la seule réponse pour les familles, c'est la constitution par la société civile, par des individus comme moi et tant d'autres, qui ont créé des pages Facebook, des sites internet, des collectifs pour pouvoir s'entraider et donner un espace d'échange, de témoignages, des réponses à des questions parfois effectivement sur les protocoles qui ont été mis en œuvre, puisqu'à ce stade, l'État n'a fourni aucune offre à la fois d'accompagnement et de soins pour l'ensemble des familles de victimes. Qu'est-ce que vous demandez, par exemple, la mise en place de ce qu'on a pu voir pour les étudiants, un chèque psychologique pour ces familles afin de pouvoir être accompagnées justement psychologiquement suite à ce deuil?
Concrètement, aujourd'hui, excusez-moi, mais je vais être un petit peu crue. Nous avons aujourd'hui une couverture médiatique puisque il a fallu atteindre la barre donc des 100 000 morts, hein, donc ce qui a été jugé comme inacceptable par Monsieur Macron. Donc 100 000 morts et un tweet, mais toujours pas effectivement d'offre de soins et un accompagnement digne de ce nom. Et c'est vraiment à se demander s'il faut effectivement que peut-être des familles de victimes aillent s'immoler par le feu devant le ministère de la Santé et des Solidarités ou se suicident, hein, puisque je précise que toutes les associations reçoivent des témoignages déchirants, alarmants, de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller se payer des séances de psychothérapie, voire de psychiatrie. Donc il y a urgence à accompagner aussi les familles. Quand je parle de cri d'alarme, je pèse mes mots là. On va vraiment droit à peut-être malheureusement une vague psychiatrique avec due aux dommages collatéraux en fait liés à ces protocoles qui nous ont aussi ensevelis vivants. Merci Julie Grasset d'être venue le dire dans ce journal, le journal de TV 78. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Cœur Vide 19. Pour plus d'informations sur cette association, j'invite les téléspectateurs à se rendre sur la page Facebook dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Dans l'actualité, la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui se poursuit. Hier mercredi dans les Yvelines, la barre des 229 000 primo-vaccinés a été franchie. La campagne est ouverte depuis quelques jours aux plus de 55 ans avec des créneaux sans rendez-vous pour les publics prioritaires avec AstraZeneca, aux professeurs, professionnels de la petite enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse. Les forces de l'ordre sont venues s'ajouter une dizaine d'autres professions, conducteurs de bus, de taxis, VTC, livreurs, chauffeurs routiers ou encore agents d'entretien, d'autres professions également. Ce samedi 24 et dimanche 25 avril, des files prioritaires et sans rendez-vous seront ouvertes dans les centres de vaccination de Saint-Germain-en-Laye, de Poissy. Une carte professionnelle, une déclaration sur l'honneur ou un bulletin de salaire seront demandés. Informations complémentaires et liste des professions concernées sur le site internet de la préfecture des Yvelines. Au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, transformé en vaccinodrome, la barre des 55 500 vaccinés a été franchie hier mercredi. Et l'occasion pour le président du département, Pierre Bédier, de saluer le personnel mobilisé en compagnie de Jean-Michel Fourgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines, et des élus locaux. Pierre Bédier en a profité pour recevoir une injection. Plus de 200 personnes sont vaccinées par jour sur place et le centre de vaccination voudrait augmenter ses capacités. Les propos recueillis par Célia Gatsongo. Ce vaccinodrome est une très très belle réussite. C'est une réussite de l'équipe de gouvernance de Saint-Quentin-en-Yvelines et en particulier de son président qui s'est mobilisé dès le début avec cette idée, pour ne pas dire cette obsession de la vaccination, partant du principe que la lutte contre l'épidémie passait d'abord par la vaccination. Et d'ailleurs, c'est l'une des annonces en ce moment même de Jean Castex, Premier ministre, qui s'exprime sur la crise sanitaire d'ici la fin de la semaine. Le Premier ministre a annoncé qu'il y aurait 14 millions de personnes vaccinées, et ce, dans la France entière. Un an après le début de la crise sanitaire, la chaîne solidaire Vos Gâteaux poursuit son action. Le principe, la distribution de pâtisseries aux pompiers, personnel du SAMU, voit toute personne dans le besoin. Rencontre avec la team Banofi qui œuvre de Maison Lafitte au Mesnil-le-Roi, et c'est avec Nicolas Dandry. Alors là, ce sont des macarons à la framboise. J'en ai fait au moins, je pense, 600 depuis le premier confinement. C'est son engagement solidaire dans le contexte actuel. Florence Le Turc réalise des pâtisseries pour les personnes mobilisées face à la crise sanitaire. C'est quelque chose qui est ancré en moi. C'est le plaisir de faire plaisir, le plaisir d'apporter du réconfort. Et c'est quelque chose qui me porte et qui nous porte toutes dans cette chaîne solidaire, en tous les cas, puisqu'on le fait depuis longtemps maintenant, enfin depuis plus d'1 an. Avec elle, une vingtaine de personnes pâtissent au sein de la team Banofi, une équipe basée entre Maison Lafitte et le Mesnil-le-Roi, engagée dans la chaîne solidaire Vos Gâteaux. Ce jour-là, les gâteaux vont prendre la direction de plusieurs casernes de pompiers, Montesson, Mesnil-le-Roi et Houille. La récolte des pâtisseries se fait place de l'église. Le Kuglopf, magnifique, muffins, bananes, chocolat. Tarte poire chocolat, trop sympa, merci beaucoup. Direction ensuite la caserne de Houille-Sartrouville pour Florence Le Turc.
Les soldats du feu auront l'embarras du choix parmi ces gourmandises. C'est un réel plaisir de recevoir autant de jolies choses. J'allais dire des petites choses, mais finalement c'est pas forcément le cas, parce qu'il y en a tellement que ça devient des grosses choses. Nous, ça nous apporte quand même une touche d'amour dans tout ça. Pour la team Banofi, la mobilisation se poursuit. La crise sanitaire, le début de cette histoire, saupoudrée de bonne humeur et nappée d'humanité. Transport avec l'ouverture ce jeudi de la plateforme de remboursement du pass imaginaire étudiant. Île-de-France Mobilité a décidé de dédommager à hauteur de 85 € les 500 000 détenteurs de ce forfait. Et des jeunes qui ont vu leur déplacement être fortement réduit dans la région avec les confinements, couvre-feu et cours à distance. Sont concernés les détenteurs d'une carte imaginaire annuelle ayant souscrit leur abonnement pour l'année 2020-2021 et 2019-2020. Les lycéens ne sont pas concernés. Les demandes de remboursement sont à effectuer jusqu'au 21 juin sur la plateforme mondédommagementimaginaire.fr. Direction Sartrouville à présent, où une ferme urbaine est en pleine création. L'originalité, elle prendra place dans un parking souterrain. C'est la start-up Champerché qui s'est lancée dans ce projet fou. Bientôt, salades, aromates en tout genre ou encore fruits et légumes y seront produits. Le reportage d'Éléonore Sinoquet et de Joe Sakal. C'est encore en plein chantier, mais bientôt dans ce parking souterrain désaffecté de la Cité des Indes à Sartrouville, on y trouvera des salades, des aromates ou encore des fruits et des légumes. La start-up Champerché, créée par deux frères, est en train d'installer une ferme urbaine dans 1300 m² de sous-sol. Le fait d'être en parking et de manière générale en intérieur et encore plus en sous-sol permet de bénéficier en fait d'une isolation naturelle. On a une dalle en béton très épaisse et presque 1 mètre de terre au-dessus de nous, ce qui permet d'avoir une température beaucoup plus stable tout au long de l'année. Autre originalité, le mode de culture. La ferme urbaine sera en bioponie, une technique de culture hors sol qui mélange l'agriculture biologique, l'hydroponie et la permaculture. Cela permet de produire à la verticale. 700 m² seront dédiés aux plantations, l'équivalent d'un champ de 24 hectares. C'était vraiment essentiel, même si on fait de la culture en intérieur, sans terre, sans lumière naturelle, de respecter les principes de la permaculture et de la biodiversité. Donc on va essayer d'insérer le maximum de vie dans ces espaces afin d'atteindre un équilibre naturel comme on aurait en extérieur, en plein champ. La start-up Champerché n'en est pas à son coup d'essai. Une première ferme est déjà en fonctionnement à Paris, ce qui a permis de trouver de nouveaux financements, 2,2 millions d'euros pour celle de Sartrouville. On a déjà une trentaine de variétés d'aromates, plusieurs salades, une vingtaine de variétés de micro-pousses. Et le but, ça va être de diversifier beaucoup les fruits et légumes. Le gros défi de cette ferme, c'est d'arriver à faire pousser des tomates, des melons, et ce, même au mois de décembre. Les travaux devraient se terminer d'ici fin juin et les premières cultures seront disponibles à la fin de l'été. La ferme urbaine vendra ses produits en circuit court dans un rayon de 15 km autour du parking souterrain. Quelques nouvelles du rover Persévérance qui poursuit ses missions sur la planète Mars. La mission, pour rappel, intègre l'outil Supercam. L'instrument est développé en partie par le LATMOS, le laboratoire Atmosphère Observation Spatiale installé à Guyancourt. Persévérance est parvenu à une prouesse, fabriquer 5 grammes d'oxygène en transformant du dioxyde de carbone issu de l'atmosphère martienne. C'est une première historique sur une autre planète. Ce processus pourrait permettre à l'avenir d'éviter de transporter depuis la Terre de larges quantités d'oxygène et de faciliter ainsi l'envoi futur d'astronautes sur place. Ça fait rêver. Un mot de sport pour refermer ce journal et plus particulièrement du tennis de table avec un club en plein développement. Son nom, c'est le Skyping qui rassemble les villes de Voisins-le-Bretonneux, Trappes, Villepreux, La Verrière et Manille-les-Hameaux et qui grandit au point même de créer un pôle national et ce à partir de septembre prochain. Une chance considérable notamment pour la section handisport. Le reportage de Bichente Mérien Santisteban. Ce sont quasiment les seuls à avoir pu reprendre les entraînements en salle. La section handisport du Skyping s'entraîne tous les jours de 11h à 17h. Ouverte en 2015, elle rassemble des joueurs avec différents handicaps physiques. C'est vraiment assez récent que je peux jouer en handisport parce qu'en fait, au final, pendant une dizaine d'années, je jouais en club valide parce qu'il n'y avait pas forcément de club handisport. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir quand le club a ouvert une section handisport pour justement connaître quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas du tout. On ouvre cette porte à tout type de handicap. Et tout type de handicap peut se mouvoir ici et puis pouvoir profiter de l'expérience de Geoffrey Midan, de l'expérience des coachs qui ici sont habilités à. Cette année, il y a 20 joueurs inscrits, dont certains visent des titres nationaux dans leur catégorie. Un nombre qui va augmenter avec la création d'un pôle handisport dès septembre prochain.
Cette structure a pour objectif de regrouper au même endroit des jeunes ou moins jeunes qui ont un potentiel d'intégrer plus ou moins l'équipe de France à moyen ou long terme, avec possibilité de gérer la scolarité en même temps. Symbole de cette réussite, Florence Siro, présidente du club, elle est également en lice pour participer aux JO paralympiques de Tokyo. Parmi ses projets, une compétition internationale handisport au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce tournoi va s'inscrire dans de multiples organisations d'événements et notamment on souhaiterait pouvoir organiser le tournoi de qualification des Jeux paralympiques pour Paris 2024. Le premier Sky Para TT French Open, qui devrait rassembler 200 pongistes handisport, aura lieu du 9 au 11 novembre 2021. Avant de vous laisser la prise de parole ce soir du gouvernement, Jean Castex a terminé de s'exprimer. C'est désormais Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités, qui s'exprime sur la crise sanitaire. Je vous le rappelle, une prise de parole toujours dans un contexte tendu. Près de 35 000 nouvelles contaminations hier au Covid-19. Dans les Yvelines, 643 patients étaient hospitalisés hier sur le territoire et 18 décès supplémentaires ont été recensés. Parmi les annonces à retenir ce soir du gouvernement, déjà une confirmation, celle du calendrier du déconfinement à partir du 3 mai et des reprises de déplacement qui pourront se faire au-delà des 10 km, de la jauge des 10 km qui était fixée autour de son domicile. Reprise également des déplacements interrégions et ce à partir du 3 mai. Des annonces également pour les écoles avec une reprise des écoles pour les élèves de primaire et maternelle qui a été confirmée en présentiel et ce pour lundi prochain, c'est-à-dire le 26 avril. Une reprise pour les collégiens et les lycéens qui se fera le 26 avril en distanciel mais qui est confirmée à l'heure où je vous parle le 3 mai en présentiel, donc pour les lycéens et les collégiens. Pas de calendrier en revanche annoncé pour le moment pour la réouverture des terrasses, des lieux culturels et également des commerces dits non essentiels. Enfin, dernière annonce, et je vous le disais tout à l'heure, d'ici la fin de la semaine, 14 millions de personnes auraient été vaccinées en France, un rythme de 2,5 millions de personnes vaccinées par semaine en France. Voilà ce qu'on pouvait vous dire autour de ces annonces, des annonces qu'on vous détaillera dans de prochaines éditions sur TV78. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.